D'abord, je vous remercie d'être là, toutes et tous, pour écouter cette table ronde. Donc, vous voyez qu'elle est consacrée à africaines et travailleuses en contexte colonial. Et je suis vraiment, et nous sommes très heureuses de pouvoir être là en présentiel et pas seulement derrière des vidéos. Donc, c'est un petit peu un retour à quelque chose qu'on avait presque oublié et c'est d'autant plus agréable. Alors, juste quelques mots pour vous présenter la manière de procéder pour cette table ronde. Elena, ici présente, et moi-même allons simplement vous présenter les intervenantes en un premier temps. Nous regrettons l'absence d'Ophélie Rion, qui a été une des chevilles intellectuelles de cette table ronde, mais qui se trouve en ce moment à Ouagadougou. Donc, on ne peut pas être avec elle. Et nous allons procéder donc ainsi, 15 minutes d'intervention par personne. Nous pensons qu'il vaut mieux faire toutes les interventions les unes après les autres sans pause et reporter tout ce qui va être questions, interventions, remarques à la fin des interventions. Et nous espérons pouvoir, si les intervenantes respectent le temps imparti, mais je suis sûre qu'elles vont le faire, avoir quand même un bon moment de discussion et de questions avec vous. Voilà, je passe la parole à Elena qui va vous présenter deux des intervenantes. Bonjour, moi aussi à toutes et à tous. Je vais immédiatement laisser la parole à Anne Hougon, qui est maîtresse de conférences à l'Université de Paris 1, rattachée à l'Institut du monde africain, qui a consacré une grande partie de sa carrière à travailler sur les sages-femmes en période coloniale au Ghana. Et ensuite, nous aurons l'intervention de Violaine Tissot, chargée de recherche au CNRS, aussi rattachée à l'IMAF, qui a travaillé sur la catégorie des métis à Madagascar et maintenant sur l'histoire des domestiques au 19e et au 20e siècle aussi à Madagascar. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Elena et Françoise et bonjour à toutes et tous. Je ne reviens pas dessus mais c'est un très grand plaisir d'être là vu qu'on renoue avec quelque chose qui avait vraiment disparu de nos vies pendant trop longtemps. Voilà, donc merci aux organisatrices et au public d'être là. Elena et Françoise, vous nous faites confiance pour le temps, mais je veux bien que vous soyez vigilantes et que vous me fassiez signe si jamais j'ai l'air de trop traîner. Voilà. Donc, comme toujours en pareil cas, n'étant pas absolument certaine que tout le monde situe bien disons, la situation géographique du pays sur lequel je travaille, l'actuel Ghana, qui s'appelait Gold Coast à l'époque coloniale. Je vous ai fait cette petite capture, voilà, et puis je vous donne quelques éléments de contexte vraiment très très généraux. Mais donc le Ghana ou la Gold Coast a une superficie à peu près comparable à la Grande-Bretagne, c'est-à-dire plus ou moins la moitié de la France, et une population qui était estimée, selon des calculs en fait très incertains, à 4 millions en 1918, mais je trouve aussi des sources dans lesquelles on estime cette population à 2 millions, c'est vous dire le degré d'imprécision, à environ 6 millions en 1957. Pourquoi cette date? Parce que c'est en 1957 que la Gold Coast gagne, premier pays du continent au sud du Sahara à le faire, son indépendance. C'est une colonie prospère, donc fondée sur la culture du cacao et l'extraction de l'or. Dans les années 20, cette colonie se caractérise par la construction de plusieurs infrastructures, je n'entre pas dans les détails, mais dont plusieurs infrastructures hospitalières, l'hôpital de Korle-Bu dans la capitale qui s'appelle Accra, et la maternité qui ouvre quelques années plus tard en 1928. Or, la construction de la maternité fait partie d'un programme de lutte contre la mortalité infantile qui est estimé, à nouveau, ce sont des chiffres à prendre avec beaucoup de précautions, mais de la vie générale, elle est extrêmement forte. Elle se montrait à 400 pour 1000 en 1917. On est donc dans du 40%. 4 enfants sur 10 qui meurent très tôt, même si c'est une estimation qu'on peut discuter. Quoi qu'il en soit, la conviction à cette époque, et c'est vrai pour tout le continent africain, c'est que les colonies sont sous-peuplées. Et donc, la doxa de l'époque, c'est de faire en sorte qu'on augmente la population. Alors, il y a plusieurs façons de faire, mais l'une de ces façons de faire, c'est de lutter contre la mortalité infantile. Et dans le cadre de la Gold Coast, la formation de sages-femmes africaines, qui commence dans l'entre-deux-guerres,
donc des sages-femmes diplômées dont je vais vous parler, répond à cette politique consistant à faire augmenter la population. C'est une des chevilles ouvrières, si vous voulez, de cette politique. Alors, on peut dire que les sages-femmes constituent une élite professionnelle féminine en Gold Coast à partir du moment où elles apparaissent. Et on le voit bien sur certaines photographies. Ce que vous ne voyez pas sur ces photos, en revanche, c'est que la formation de sage-femme est une formation très exigeante de 3 ans, d'un niveau qui est considéré par les autorités britanniques sur place comme équivalent à celui de Grande-Bretagne à la même époque, avec même des tentatives de faire reconnaître le diplôme des sages-femmes de Gold Coast en Grande-Bretagne, tentatives qui échouent, mais ça montre bien l'ambition de ce programme de formation. Et puis, ce qu'on voit quand même sur ces photos, c'est déjà évidemment une certaine forme de formalisation des études. On parle de promotion de sage-femme. Vous voyez la première promotion de sage-femme diplômée en 1931, toutes habillées de la même façon, donc avec un uniforme. Et déjà ça signe ce sur quoi je reviendrai un petit peu plus tard, c'est-à-dire un esprit de corps. Les promotions sont assez réduites. Vous voyez, en général, c'est une dizaine de sages-femmes. Ces chiffres n'augmentent qu'à partir des années 1950. Et parfois, pendant la guerre, c'est même plutôt une demi-douzaine, mais 2 fois par an, du coup. Donc, on est quand même à peu près dans la dizaine ou douzaine de sages-femmes diplômées chaque année. Les sages-femmes étudient à la maternité. C'est une école de sages-femmes qui est attachée à la maternité et à partir de 1936, elles sont obligées de résider à l'internat de sages-femmes, ce qui est aussi un moyen de les surveiller, de les mettre sous contrôle et de s'assurer qu'elles ont de bonnes conditions d'études, mais aussi une bonne moralité, etc. Une fois qu'elles sortent... Ah oui, pardon. Alors, c'est une élite féminine et j'insiste sur le fait que c'est la seule profession diplômée qui soit exclusivement féminine. Les autres professions diplômées de l'époque, typiquement enseignants ou enseignantes, infirmiers ou infirmières, sont plutôt masculines. Elles sont mixtes, mais avec une forte composante masculine. Donc les sages-femmes sont le seul métier exclusivement féminin. Et il faut savoir que, bien sûr, c'est une élite nouvelle, puisque cette profession qualifiée, en tout cas, n'existait pas à l'époque précoloniale. Mais dans l'ensemble, au Ghana, ça n'est pas vrai pour toutes les colonies, donc il faut vraiment insister sur cette particularité. Dans l'ensemble, les élèves sages-femmes proviennent de bonnes familles. Je les ai appelées des jeunes filles de bonne famille. Ça se voit très bien sur les photos, des milieux christianisés, des milieux déjà éduqués, en tout cas les pères sont presque tous déjà passés par l'école, et vous voyez des milieux qui ont adopté la mode européenne, par exemple, on voit ça très bien sur cette photo, non, vous voyez pas mes petites flèches, mais la photo sépia, sur laquelle la dame porte un costume typique des années 20, et même une coiffure qui rappelle les chapeaux-cloches de l'époque. Ces jeunes filles, elles sont passées par l'école. En effet, il y a une obligation de niveau scolaire avant d'arriver dans les études supérieures de sage-femme. Et plusieurs d'entre elles, pas toutes, sont passées par l'institution la plus prestigieuse de la colonie, qu'on appelle le lycée d'Achimota. Vous avez ici une classe exclusivement féminine, puisqu'il s'agit d'un cours de cuisine, mais ne nous y trompons pas, le côté art ménager était pas extrêmement développé, puisque ces jeunes filles se préparaient à des carrières plutôt diplômées qu'à des statuts de femmes au foyer. Alors, une fois leur diplôme en poche, les sages-femmes ghanéennes, qui sont donc environ 700 à être formées à l'époque coloniale, en gros, il y a eu 700 sages-femmes diplômées entre 1930 et la fin des années 50, elles ont le choix entre plusieurs possibilités de carrière. Et d'ailleurs, il leur arrive de changer de carrière dans leur trajectoire professionnelle. Une partie d'entre elles choisit la fonction publique. Elles deviennent donc des sages-femmes hospitalières, en particulier dans 3 institutions dédiées. L'hôpital pour enfants,
d'Accra, la maternité d'Accra dans laquelle elles ont fait leurs études, et enfin une maternité qui ouvre plus tardivement en 1949 dans la deuxième ville du pays qui s'appelle Koumassi. Elles peuvent aussi choisir d'aller dans des hôpitaux généraux où elles sont toujours fonctionnaires, mais en fait elles font les quelques accouchements qui sont souvent des cas compliqués qui finissent à l'hôpital. Vous avez ici une photo de l'ensemble du personnel de l'hôpital de Quetta, qui est une petite ville de du sud-est du pays, vers 1940, et vous voyez qu'il n'y a qu'une femme sur la photo, c'est la sage-femme, et les autres, infirmiers, médecins et médecins auxiliaires, sont tous des hommes. Une troisième possibilité de carrière qui s'offre à elles, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui en quelque sorte la fonction publique territoriale, sauf que le terme n'existe pas. Ce sont comme leurs consoeurs fonctionnaires d'État, des salariés, mais elles sont salariées par des autorités locales qui ont gardé une certaine autonomie et notamment un budget propre à l'époque coloniale en Gold Coast. Donc vous avez ici deux photos de l'une d'entre elles, Teresa Somney, une photo de face où on la voit très bien avec son casque colonial qu'elle porte également sur la deuxième photo, et qui montre bien, je crois, cette figure de l'entre-deux, comme dit ma collègue Pascal, hein, que vous entendrez tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont à la fois, qui sont à l'interface entre le monde colonial, dont elles ont adopté une partie des attributs, le casque colonial en l'occurrence, et le monde des mères africaines auprès desquelles elles travaillent. Et enfin, elles sont plus nombreuses, mais je les ai gardées pour la fin, les sages-femmes qui choisissent la carrière libérale. Vous avez ici 3 d'entre elles, dont celle qui est au milieu a été l'une de mes interlocutrices, puisque j'ai eu le privilège d'avoir une trentaine d'entretiens avec d'anciennes sages-femmes hein, formées à l'époque coloniale. Ça, c'était au début des années 2000. Donc, mon interlocutrice, qui était aussi une voisine, Mrs. Plunge, ici, au moment où elle va s'installer en libéral et ouvrir sa propre clinique qu'on appelait, dans l'entre-deux-guerres en France, les maisons d'accouchement. En fait, c'est ça. Ce sont des petites cliniques qui sont entièrement dévolues au suivi des grossesses, aux consultations postnatales et aux accouchements. Alors, oups, ça va trop vite. Alors, pendant leurs études, mais aussi par la suite, ces sages-femmes se forgent un esprit de corps. C'est bon ? 5 minutes. Super. À la fois dans l'internat. Alors, il faudrait que je parle un petit peu plus des conditions d'études. L'internat se caractérise par une discipline de fer, un rythme d'études très soutenu, dans lequel il y a une forme de tutorat entre les élèves les plus avancés et celles qui entrent dans les études. Et ce côté vraiment assez âpre de ces études est compensé parfois, exceptionnellement, par des activités festives. Et ce qui est très frappant, c'est que ces activités festives, alors qu'elles, de la vie générale, elles ne prenaient que très peu de temps dans une année scolaire, ont pris beaucoup de temps dans les entretiens. En fait, les sages-femmes avaient très envie de parler de ça, des fêtes qu'elles faisaient à Noël et en fin d'année, etc. Et donc à Noël, typiquement, on mettait en scène une nativité. Donc il y avait une représentation théâtrale tous les ans. Et là, vous avez l'une de mes interlocutrices, Evelyne Bafour, qui m'a donné une photo d'elle déguisée en femme du roi Hérode pour justement une de ces nativités. Et si c'est ressorti dans les entretiens, c'est que vraiment ça a compté. Ces activités extrascolaires, en quelque sorte, elles comptaient autant pour elles que les activités vraiment purement d'apprentissage. Et l'autre chose frappante, c'est que des amitiés, bien sûr, se sont tissées pendant ces années-là et elles se sont poursuivies après, une fois que ces femmes entraient dans la carrière. Lorsqu'elles résidaient et pratiquaient en ville, où elles étaient relativement nombreuses, elles organisaient des sorties entre sages-femmes. Et donc, les sages-femmes d'Accra, dans les années 50 et 60, sortaient ensemble au moins une fois par mois. Et à la fois pour s'amuser et pour se raconter des histoires de sages-femmes. C'est comme ça qu'elles le présentent dans les entretiens. Vous avez là la photo de l'une d'entre elles. Alors c'est à la fois une soirée d'affaires. Elles sont avec un représentant de Nestlé. Donc là, il y a aussi le côté entrepreneuse. Les sages-femmes, ce sont des femmes qui vendent à leurs patientes
des médicaments ou des paramédicaments, des vitamines, du fer, etc. Voilà. Et donc là, elles sont avec des hommes d'affaires de Nestlé. Et puis, ces soirées-là, elles servent également à parler des intérêts des sages-femmes. Et c'est, d'après les interviews que j'ai eues, lors de ces soirées, que l'idée est née de créer une association qui soit pas exactement un syndicat, mais qui soit quand même une association de représentation des intérêts des sages-femmes, d'une part, et d'autre part, une association qui a un but, je dirais, professionnel et scientifique, typiquement avec l'organisation de congrès et de formations spécifiques sur certains points, au fur et à mesure que l'obstétrique évolue. Donc, il y a un besoin de formation continue, si vous voulez. Et l'un des moyens de la formation continue, ce sont les congrès de sages-femmes. Ici, vous avez 2 photos du congrès de l'association des sages-femmes licenciées ou enregistrées. Voilà. Et vous voyez aussi le logo de cette association. Donc, un engagement professionnel et militant qui ne s'est jamais traduit par la formation d'un vrai syndicat, mais qui s'est traduit plus tard par la formation d'autres associations qui pouvaient intégrer des infirmières sages-femmes, qui ont un cursus un petit peu différent des sages-femmes pures. Voilà. Et puis, parfois, cet engagement, il devient carrément un engagement nationaliste. Plusieurs des sages-femmes que j'ai interviewées ont été des militantes du Parti nationaliste dans les années 1950, le parti qu'on appelait le Convention People's Party, le CPP. Et l'une d'entre elles, c'est Docia Kissé, que j'ai eu la chance d'interviewer. Elle est morte en 2008 et je l'avais interviewée en 2001. Elle a été membre du CPP, elle a montré sa loyauté au leader Kwame Nkrumah, et le résultat de cette loyauté croisée avec sa compétence professionnelle, c'est que dans les années 60, elle est devenue, disons, directrice de la section des infirmières au département de la santé, enfin au ministère de la Santé, pardon. Le département, c'est le nom colonial, au ministère de la Santé. De sorte que la nation entière lui a rendu hommage par l'émission d'un billet dans les années 80. Vous la voyez ici. Moi, c'est un billet que j'ai tenu entre mes mains, mais à l'époque, je ne savais pas que c'était une dame que j'allais rencontrer. Donc voilà, j'ai pas pu vraiment en profiter. Enfin, un dernier mot pour dire que les sages-femmes sont vraiment, bien que peu nombreuses, 700, c'est très peu, elles ont un poids très important parce qu'elles sont des modèles. Des femmes modèles en sens que elles sont considérées comme ayant de bons revenus, les salaires sont relativement hauts et les revenus de celles qui sont installées en libéral, en général, sont assez confortables. Et puis surtout, elles incarnent une profession moderne et d'études supérieures, de sorte que dans l'idée qu'il faut moderniser la nation, ce qui est à la fois à l'ordre du jour à la fin de l'époque coloniale et au début de l'indépendance, elles ont vraiment un rôle clé que je retrouve dans cette une du journal le plus lu à la fin des années 50, le Daily Graphic, cette photo donc en une qui représente précisément une sage-femme en stage dans une maison d'accouchement qui montre l'avenir de la nation, un bébé de sexe masculin et un bébé de sexe féminin, tous deux nés le jour de l'anniversaire du leader. Donc vous voyez qu'on est vraiment au cœur de la fabrique nationale avec les sages-femmes comme figure emblématique de cette construction de la nation. Je vous remercie. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je me réjouis aussi de retrouver tout le monde en présentiel et de participer à cette table ronde avec mes collègues et amis. Donc mes collègues s'intéressent plutôt à des élites féminines, donc sages-femmes, commerçantes ou institutrices. Et je vous propose, quant à moi, de porter le regard vers des parcours tout autres,
bien qu'ils soient liés, puisque je souhaite apporter à travers ma contribution des éléments pour une histoire des travailleuses domestiques à Madagascar pendant la période coloniale, donc de la fin du XIXe siècle à l'indépendance en 1960. Je précise aussi que je présente ici une recherche en cours et donc vous propose aussi de jeter un œil dans la coulisse. La difficulté... alors, attendez que je me retrouve dans les flèches, voilà. La difficulté la plus grande est en effet de trouver des sources consistantes et riches pour réussir à faire une histoire des travailleurs et travailleuses domestiques. Et c'est à dessein que j'ai mis cette première photo en illustration, car il me semble qu'elle représente assez bien leur place, à la fois centrale et visible. Et donc, je vous laisse trouver la servante sur la photo. Donc, moi, je vais m'intéresser ici plus particulièrement aux bonnes, aux femmes de chambre, aux femmes de ménage, aux cuisinières, aux nourrices, ou encore, pour utiliser les termes malgaches, aux nénènes, à ni la bonne, au ramatou. Et que je fais le choix de désigner sous le vocable plus général de travailleuses domestiques, à la fois parce que leurs tâches sont parfois indifférenciées, c'est-à-dire qu'une femme peut tout à la fois être en charge des enfants, de la cuisine ou du ménage, mais aussi afin de les inscrire dans une historiographie du travail dont elles et ils sont souvent les grands absents. Il s'agit par ailleurs d'une recherche qui s'inscrit à la croisée de plusieurs historiographies, une histoire des domestiques en Europe qui est déjà relativement conséquente, notamment en ce qui concerne le XIXe siècle en contexte urbain, un renouveau des études en sociologie sur cette thématique qui mobilise en particulier les perspectives de genre et la notion de care, et enfin une historiographie plus émergente sur la domesticité en contexte colonial dans les travaux de chercheurs qui placent l'intimité au centre de l'analyse de la colonisation. Et un dernier champ, l'histoire de l'esclavage et du travail en Afrique. Voilà, parce qu'en particulier dans l'analyse du passage de l'esclavage au travail libre, les domestiques ne sont pas pris en compte. Il me semble pourtant qu'ils et elles se situent au cœur de l'articulation entre travail libre, contraint, dépendant, et le maintien de dépendance, voire de statut hérité de situations d'esclavage. C'est d'ailleurs ce dont témoigne la lettre d'un employeur à l'appui de la demande d'une médaille de travail en 1924. Donc il appuie la demande de sa servante, qui s'appelle Rensu, qui est âgée de 5 ans, et il la désigne de race Andevu Nanjin, ce qui désigne les esclaves des nobles à Madagascar. Donc on voit bien la permanence avec le statut d'esclave, que la colonisation a normalement aboli. Avant de poursuivre aussi, je voudrais préciser que je m'intéresse ici plus particulièrement aux femmes, mais que ce sont des activités qui pouvaient également être exercées par des hommes. Certaines tâches semblent néanmoins exclusivement masculines, comme gardien ou chauffeur, tandis que d'autres sont majoritairement féminines, comme les femmes de chambre. Et pour certaines, il semble que cela change en fait au fil du temps. Ainsi, plusieurs témoignages racontent qu'enfants, ils étaient entourés d'employés hommes, alors qu'en grandissant, pour les mêmes travaux, ce sont des femmes qui en avaient la charge. Voilà, donc ça, c'est un changement que je dois encore dater et confirmer. Mais voilà, il y a quelques indices qui vont dans ce sens. Les sources que j'ai consultées jusqu'ici témoignent d'une grande diversité de situations en ce qui concerne les travailleurs et travailleuses, c'est-à-dire qu'on a par exemple des gouvernantes qui viennent d'Europe, des réunionnais pauvres, des malgaches éduqués ou des malgaches pauvres plutôt issus du milieu rural, mais également des conditions de travail variées, puisque certains et certaines travaillent pour des malgaches dont ils sont liés par des liens de parenté, des Européens ou encore d'autres étrangers, des Indiens ou des Chinois par exemple. Mais on peut néanmoins souligner 3 éléments communs derrière cette diversité de situations de parcours. D'abord, tous ces travaux sont situés dans l'espace domestique. Ensuite, il s'agit d'une relation à la fois d'emploi, de dépendance, de subordination et de lien parfois quasi familial, voire vraiment familial. Et enfin, les travailleurs domestiques constituent un groupe à part par rapport aux autres catégories de travailleurs. Donc, je propose d'abord de suivre le parcours de 2 femmes nourrices pour illustrer ce lien singulier de travail et la relative invisibilité, du moins dans les sources, de ces travailleuses domestiques. Donc, je vous propose... Alors, oui, j'avais oublié... Là, c'était une photo avant la colonisation, d'une dame noble avec ses esclaves chargés du travail domestique. Donc, je vais parler un petit peu de cette photo. Les photographies constituent en effet une source possible pour écrire l'histoire des domestiques à Madagascar.
Donc le cliché qui suit est conservé dans un album, l'album d'un missionnaire qui s'appelle Siméon Delors au DEFAP, donc aux Archives protestantes. Pasteur qui est arrivé à Madagascar en 1897 avec sa femme et ses enfants, et il est alors en charge d'une petite station protestante à l'ouest de Tananarive. Cette photographie, toutefois, n'est pas de sa famille, mais d'un autre collègue, Henri Maroger. Donc on y voit Henri et Madeleine Maroger, donc l'époux et sa femme, une fillette et un nourrisson porté sur le dos d'une femme qui est certainement la nénène. Donc la nénène, c'est le terme malgache pour désigner les nourrices. Donc j'ai très peu de données sur cette photo, donc elle manque pour contextualiser précisément la photographie, mais je peux néanmoins la dater de 1903 en croisant avec des informations conservées dans les registres d'état civil. Donc je vous passe le détail, mais croyez-moi sur parole, elle date de 1903. Donc on y voit au premier plan est assis Henri Maroger à gauche, sa femme à droite, leur fille Violette sur les genoux, et un peu en retrait, mais finalement au centre de la photographie, et paradoxalement en position dominante, on voit la nénène qui est la seule à se tenir debout, portant sur son dos le nourrisson et fixant l'objectif. Cette place au cœur du quotidien se lie dans la manière d'intégrer la nénène ainsi à la famille par la métaphore de la parenté. Si l'on trouve dans les 5 albums de Siméon Delors d'autres photos de la famille Maroger, un seul cliché représente la nénène, mais en position centrale. Alors, s'agit-il de montrer l'affection et ou la grande intimité avec la famille? Ou bien est-elle simplement là pour mettre le dernier-né en valeur? Ou pour affirmer le statut social de la famille française? Au vu des toilettes très apprêtées, on peut en tout cas formuler l'hypothèse que la famille a été immortalisée pour un moment exceptionnel, peut-être le baptême du fils. Et il est fort probable que les parents Maroger aient offert à leur nénène cet habit de fête qui tranche sur les habits plus sombres de ses employeurs et lui confère une visibilité accrue. Associée à cette occasion solennelle, placée au centre du cliché et dominant la scène, la nénène semble faire partie de la famille. Pourtant, la correspondance de Maroger, conservée elle aussi au DEFAP, ne recèle aucun renseignement sur cette dernière, et c'est vraiment un heureux hasard des archives qui m'a livré son prénom. En effet, dans une lettre en date du 17 septembre, le révérend Pale, secrétaire de la London Missionary Society, sollicite le gouverneur général de Madagascar pour qu'une domestique malgache puisse accompagner le couple Richardson en Angleterre comme bonne d'enfant pour une durée de 3 ans. Or, Rataïne, puisque c'est à cette occasion que j'apprends son nom, travaille alors chez les Maroger, qui l'autorisent à suivre les missionnaires à l'étranger, après s'être assuré de son consentement. Les documents permettant à Rataïne de quitter Madagascar illustrent d'ailleurs la multiplicité des tâches qui lui sont confiées, puisqu'elle est identifiée successivement comme bonne, domestique et bonne d'enfant. Et il souligne également le lien ambigu qui la lie à son employeuse, puisqu'elle est désignée comme maîtresse. Et cette métaphore familiale est vraiment un topos des narrations, surtout des narrations autour des liens entre domestiques et employeurs, car ils mettent en avant l'affection et les sentiments, et il permet aussi en partie d'euphémiser les rapports d'exploitation. On le retrouve ainsi dans le parcours d'une autre nénène qui s'appelle Ratsara. Elle a commencé à travailler à 13-14 ans chez une cousine de la mère de mon interlocutrice, que je vais appeler Louisette, chez qui elle effectue alors des travaux ménagers. Bien considérée, elle devient la nénène de Louisette et de sa sœur à Fianarantsoa, donc une ville au sud de Tananarive, jusqu'à la naissance de leur frère. Elle se marie alors et cesse provisoirement d'être employée dans la famille pour travailler dans un hôpital. Néanmoins, lorsque la mère de Louisette et son nouvel époux reviennent à Fianarantsoa pour quelques années, elle retourne à son service en complément d'emploi. Enfin, lorsque Louisette elle-même engage plus tard Ratsara comme nénène pour ses 2 fils, ses tâches ne se limitent pas à s'occuper des enfants. Elle leur enlève les chics, leur donne le bain, veille à leurs devoirs, les conduit à l'école, les en ramène et surveille leurs jeux, mais elle fait aussi le ménage. Louisette explique par ailleurs que dans la maison où elle habitait enfant, la cuisine se trouvait dans la cour avec, située à l'étage, une petite pièce pour les domestiques. Mais Ratsara a toujours été dans la maison avec nous. Je rapporte les propos de mon interlocutrice. Or, l'usage de l'espace domestique est un élément clé dans lequel se lie certes la proximité, mais aussi les rapports de domination et d'exploitation entre employeurs et employés. En dépit du statut particulier de Ratsara au regard des autres domestiques, sa
sa subordination s'incarne spatialement. Elle vit dans la maison des parents de Louisette, mais dort dans la salle à manger sans lieu propre. Plus tard, lorsqu'elle réside avec Louisette, en poste à Fianarantsoa, c'est le sous-sol de la maison qui lui est réservé. Enfin, elle partage la chambre des enfants de Louisette à Antananarivo, ce qui la prive de toute intimité. C'est d'ailleurs aussi le cas lorsque Louisette revient ponctuellement à Madagascar après 1970 et lui rend visite, puisque toutes deux partagent alors une chambre d'hôtel. L'ambivalence entre cette proximité et la distance sociale qui les sépare n'échappe pas à Ratsara, qui appelle alors Louisette, je la cite, « Madame Présidente », marquant une distance que cette dernière ne semble pas savoir analyser. Donc on voit ainsi comment la hiérarchie et les rapports de pouvoir se jouent à la fois dans l'espace de la maison et dans les liens interpersonnels. Alors comme je ne suis plus habituée aux conférences, j'avais prévu bien trop de choses, je vais sauter. Alors comme le panel était plutôt orienté sur les luttes des travailleuses, je voulais préciser donc qu'il y avait pas de mouvement syndical. J'ai juste trouvé la création j'ai juste trouvé la création de 3 syndicats. Voilà, pour l'instant, j'ai pas pu consulter les archives, donc je peux pas en dire tellement plus. Je sais juste qu'ils prenaient en charge parfois la défense des domestiques auprès du tribunal du travail. Donc là, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour les aider à défendre leurs droits. Souvent, l'enjeu était autour du salaire. Voilà, et je vais juste finir du coup sur un dernier parcours pour montrer les moyens de résistance de ces domestiques, donc qui passent par des négociations individuelles entre employeurs et entre employés, mais aussi par des moyens détournés, donc comme le vol, par exemple, ou garder l'argent des courses au retour de marché, le choix de son employeur, ou encore la fuite. Et la fuite, c'est le cas, par exemple, d'Antoinette Razana-Malal, qui a accompagné un administrateur dans les années 20 en France. Et je voudrais juste dire au passage que finalement, ces femmes domestiques étaient parmi les premières à quitter l'île de Madagascar au début du XXe siècle, en accompagnant comme ça les administrateurs coloniaux qui rentraient tous les, 3 ans en France pour des congés. Donc elle part en 1920, elle est originaire d'un petit village au nord-est de Tananarive, et elle suit donc son administrateur qui dépose une plainte parce que pour qu'elle puisse l'accompagner, il a dû déposer une caution. Et il se trouve qu'Antoinette s'est enfuie une fois en France. Donc il est mécontent parce qu'il risque de perdre sa caution. Et donc il raconte brusquement, sans aucun avertissement préalable, le 14 octobre dernier, à 9h du matin, elle s'enfuit de mon domicile en mon absence, emportant une partie de sa garde-robe, bousculant et frappant ma femme de chambre européenne. Et donc il engage des recherches pour la retrouver auprès du commissariat de police de son quartier. Et elle est retrouvée chez un architecte du quartier de la Villette et dit au commissaire, et je la cite, qu'elle désirait servir chez ce dernier à des conditions de salaire plus avantageuses et qu'elle refusait d'ailleurs formellement de retourner à Madagascar. Alors, j'ai pas l'issue de l'affaire, mais voilà, je vais m'arrêter sur ce parcours. Voilà, l'idée, c'était de montrer qu'il y avait aussi des moyens de résistance pour ces femmes. Voilà. Merci beaucoup à toutes deux. Je vais présenter très brièvement les 2 suivantes et dernières intervenantes. Donc, juste à ma droite, Sarah Panata, qui est actuellement lauréate du prix 2021 de la Fondation de Treille, qui est rattachée au Centre d'histoire sociale des mondes contemporains. Sarah a fait une thèse, il n'y a pas si longtemps que ça, dont je vous lis le titre pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Le Nigeria en mouvement, la place des mouvements féminins et féministes dans les luttes sociopolitiques nationales. Et elle continue à travailler sur les carrières militantes coloniales et post-coloniales. Sarah a aussi élargi ses recherches au Ghana et elle travaille également pour un projet qu'elle met au point actuellement sur les mouvements pour le suffrage féminin au Nigeria et au Ghana. Donc voilà, pour Sarah, Pascal Barthélémy qui est à l'autre bout, ou qui était à l'autre bout, qui a changé de place là. Elle est maîtresse de conférences à l'ENS de Lyon et elle a travaillé comme Anne sur les sages-femmes
et aussi sur les institutrices, mais en Afrique francophone. Elle avait fait un livre qui a fait date sur africaines et diplômées. Elle a travaillé de manière générale sur les mobilisations politiques des femmes en Afrique et à l'occasion d'une HDR qui est en cours de publication sur les liens entre femmes françaises et femmes africaines après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je n'en dis pas plus, à vous de découvrir une partie de leurs recherches. À toi, Sarah. Toujours pour 15 minutes, bien sûr. Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup à Françoise Blum pour cette présentation. Donc ma présentation d'aujourd'hui porte sur les commerçantes au sud-ouest du Nigeria, donc une autre colonie britannique, des années 20 aux années 60. Donc on est aussi en période coloniale. Je tiens à préciser que les commerçantes que je vous présente aujourd'hui ne sont pas un groupe homogène. Donc, je parle à la fois des très riches commerçantes qui font des commerces aussi avec l'Europe, à des très petites commerçantes ou marchandes qui vendent des noix de cola, des herbes au marché. Donc, elles ont un statut, tout un statut des commerçantes. Elles sont dans les mêmes associations des travailleuses et dans les mêmes syndicats. Elles ont aussi en commun cet espace de travail qui est le marché, mais elles ont des statuts économiques, mais aussi sociaux et politiques très différents. Donc, la présentation d'aujourd'hui s'inscrit, comme l'a dit François, dans la continuité de mes recherches doctorales sur les mouvements féminins et féministes au Nigeria. Et notamment, pendant que j'ai recherché dans les archives au sujet de ces mouvements, je me suis rendu compte que bien que les femmes scolarisées, donc appelées aussi au Nigeria les onikaba, donc celles qui portent la jupe, guidaient ces mouvements, c'était les commerçantes, donc les arochos, celles qui portent un pagne, qui permettaient à ces mouvements féminins et féministes d'exister et d'avoir aussi une visibilité sociale et un poids politique. Donc, juste pour préciser cette différence, donc celles qui portent la jupe, c'est-à-dire celles qui s'habillent à l'occidental, donc celles qui sont scolarisées et qui ont donc des métiers salariés comme les sages-femmes, les infirmières, les secrétaires, les enseignantes, et les arochos, celles qui portent un pagne, donc celles qui sont analphabètes ou illettrées et donc qui occupent cet espace qui est un espace disons local très vif, qui est l'espace des marchés. Donc, ma présentation d'aujourd'hui revient sur cette classe des travailleuses et cherche dans un premier moment d'analyser la manière dont ces commerçantes ont conçu leur métier. Donc, qu'est-ce que voulait dire pour elles être commerçante à l'époque coloniale et comment aussi leur métier a évolué à partir de la période précoloniale et sous la colonisation. Et ensuite, j'analyserai certaines révoltes politiques liées au travail qui ont eu lieu au sein des marchés de la région. Pour entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous présenter un extrait d'une pétition. Donc, une pétition du syndicat des commerçantes de produits cotonniers, envoyée en 1938, donc on est en période coloniale, au roi de la ville d'Ibadan. Ibadan, au sud-est du Nigeria, c'est dans cette période la ville la plus peuplée d'Afrique de l'Ouest. Et le roi de la ville, c'est un roi nigérien qui, toutefois, est un intermédiaire entre l'administration coloniale britannique et les populations locales. Donc, avec cette pétition, les syndicats des commerçantes productrices des biens de coton demandent aux autorités locales de la ville, notamment au roi de la ville, de régler la concurrence avec les Libanais. Les Libanais vendaient dans les marchés, au sein des marchés de la région, des tissus à des prix très bas parce qu'ils avaient des machines pour pouvoir les produire de manière plus vite. Et donc, les commerçantes, guidées par Maman Manialaga que vous voyez sur cette photo, envoie cette pétition au roi. Et je voudrais partir de cette pétition parce que je pense qu'elle nous aide à comprendre le rôle du travail dans la vie des commerçantes. Donc, je cite, « Bien que nous soyons des femmes, nous avons des responsabilités, tout comme nos hommes. Nous nourrissons nos enfants, les envoyons à l'école, nous soutenons nos mères et nos pères âgés et nous payons des impôts pour nos hommes âgés ou au chômage. Il n'est pas d'usage dans ce pays comme cela peut être ailleurs, que les maris soutiennent leur épouse. Ici, les épouses doivent travailler et subvenir à leurs besoins, mais aussi à ceux de leurs enfants
et des autres personnes à leur charge. Donc, à partir de cette pétition, je pense qu'on peut voir que le travail des commerçantes est pour elles synonyme d'une grande autonomie économique et aussi d'une position sociale importante. En fait, les revenus de leur commerce étaient pour elles et pour leur foyer. C'était une pratique commune pour les femmes commerçantes de garder pour elles et pour leur propre activité les revenus de leur travail. Plusieurs chercheurs sur les marchandes et sur les marchés dans cette région ont montré que si les hommes payaient les loyers, par exemple, et s'occupaient de leur propre famille et de leurs propres parents, frères et sœurs, c'était aux femmes, aux épouses, de s'occuper d'elles-mêmes, des enfants, et notamment de l'éducation des enfants, et de leurs propres parents. Comme c'est marqué sur cette pétition, donc les femmes à cette époque, les commerçantes ne payaient pas d'impôts sur les revenus, mais elles payaient les impôts de leur père ou des hommes âgés de leur famille qui ne pouvaient pas se permettre de payer des impôts. Donc, des études centrées sur la période coloniale ont montré que les 48% des femmes recevaient que de la nourriture de leur mari et rien de plus. Parfois, les maris donnaient un capital pour commencer le commerce, par exemple, ou parfois ils payaient des uniformes, mais c'était les femmes à apporter beaucoup dans les revenus de la famille. Juste pour vous donner une idée de l'ampleur de cette catégorie des travailleuses, les censements des Lagos de 1950 confirment que les 80% des commerçantes de la ville étaient des femmes, les commerçantes de la ville étaient des femmes, et que les 88% des femmes s'occupaient de commerce. Ils couvraient différentes activités, donc comme vous pouvez voir sur cette photo, elles pouvaient vendre de l'huile de palme, des tissus, des produits alimentaires ou encore des herbes. Et si je parle maintenant de cette profession en période coloniale, il faut bien souligner, à différence des professions des professions qui décrivaient Anne Hougon ou dont va parler Pascal Barthélémy, que bien avant 1938, quand la pétition que je vous ai lue a été rédigée, la catégorie des commerçantes jouait un rôle central et un rôle clé dans les dynamiques économiques du pays. En effet, le commerce était considéré comme la plus grande occupation des femmes en Afrique de l'Ouest, déjà à l'époque précoloniale. Les premiers explorateurs et esclaves libérés qui visitent le Nigeria du Sud au début du 19e siècle attestent déjà que, je cite, les femmes sont des chefs, sinon les seules commerçantes. Et les commerces restent les métiers majoritaires des femmes, comme je vous ai dit aussi en période coloniale, bien que des changements cruciaux sont apportés par l'économie coloniale, notamment tout d'abord, une discrimination des personnes analphabètes ou illettrées, mise en valeur notamment par de nouveaux métiers pour les femmes, destinés aux femmes éduquées. Et on assiste aussi, pendant la colonisation, à une marginalisation générale des femmes, avec la masculinisation des appareils politiques et administratifs, desquels les commerçantes donc restent exclues, alors qu'elles jouaient un rôle très important dans les conseils administratifs, par exemple, de la ville, à l'époque précoloniale. Il y a aussi l'introduction de l'idée de l'homme pourvoyeur et active dans les domaines publics et des femmes mères, épouses et gardiennes du foyer. Pour les missionnaires, l'autonomie des commerçantes représentait un vrai souci social vis-à-vis de leur conception patriarcale de la société. Ils y voyaient un danger d'unité pour la famille qui devait s'éteindre autour de cette figure de l'homme pourvoyeur. L'économie coloniale aussi rétrécit les possibilités pour les commerçantes de travailler avec l'introduction aussi d'une concurrence étrangère sur certains produits et de nouveaux produits, notamment alimentaires, donc du commerce desquels ces commerçantes restent exclues. Malgré cela, les marchés restent des espaces pressants et cruciaux dans les villes coloniales. Donc, au-delà d'être un espace, comme j'ai déjà dit, d'autonomie financière, les marchés sont aussi un lieu pour avoir un rôle et une voix politique. C'est à l'intérieur de ces marchés que les petites marchandes ainsi que les commerçantes se mettent ensemble pour former des EGB, des associations
professionnels et qui leur permettent aussi d'avoir de l'argent pour, par exemple, financer leur mariage, le mariage de leurs enfants, des enterrements. En fait, il y a un système de tontines au travers desquels ces femmes arrivent à collecter à l'intérieur de ces associations des sommes importantes d'argent pour financer des activités sociales et donc pour avoir aspiré à des rôles sociaux qu'elles ne pourraient pas avoir toutes seules. Donc maintenant, aussi, ce que je voulais souligner dans cette présentation, c'est qu'entre les années 20 et les années 60, les marchés ont aussi été le théâtre de nombreuses manifestations des commerçantes pour lutter contre les injustices qu'elles subissaient en tant que travailleuses. Tout particulièrement, les manifestations les plus importantes de ces années, à la fois par leurs ampleurs géographiques et numériques, ont tourné autour du sujet des impôts sur les revenus des commerçantes. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'époque, il existait 3 types d'impôts: la capitation, l'impôt sur les revenus et l'impôt sur les bétails, sur l'eau, enfin les taxes sur les bétails, sur l'eau, sur les étals, etc. Donc, à cette époque-là, les femmes ne payaient pas d'impôts sur les revenus et payaient les taxes, par exemple, sur leurs étals. Toutefois, avec la colonisation et donc le besoin aussi d'alimenter les caisses de l'administration coloniale, on commence à avoir des rumeurs sur la volonté de détaxer ces commerçantes. Et donc, c'est autour de cette thématique qu'à partir des années 20 jusqu'à la fin des années 60, on a plusieurs manifestations qui se suivent dans la région pour revendiquer une autonomie économique de cette catégorie et aussi des pairs à cette revendication économique, il y a des revendications politiques et donc les demandes d'être représentées, encore une fois, de retourner à faire partie des conseils de la ville et donc de pouvoir être entendus directement faire partie des autorités politiques. La plus grande manifestation contre la taxation des femmes et aussi contre une réforme du système colonial qui prenne en compte ces commerçantes a lieu en 1929 à Owerri et Calabar et prend le nom de la guerre des femmes. La nouvelle d'un recensement des femmes dans la région, avec la crainte qu'il ne soit que le prélude à un nouvel impôt, va déclencher une mobilisation sans précédent. Pendant 2 mois, des milliers de femmes incendient des tribunaux indigènes, pillent plusieurs entrepôts européens et les troupes coloniales tirent sur les insurgés et plusieurs femmes sont tuées, d'autres sont blessées. Cette manifestation qui est très grande en nombre d'ampleur et aussi pour le nombre de femmes qui implique arrive toutefois à du succès parce que les commerçantes ne sont finalement pas taxées et bien qu'elles restent marginalisées de la sphère pour ce qui concerne la sphère politique. Cette question de la taxation est aussi à la base d'une autre grande mobilisation, assez connue pour son succès aussi. Il s'agit de la mobilisation de l'Abeokuta Women's Union de 1948. On est ici dans le sud-ouest du pays, dans la ville d'Abeokuta. Et cette manifestation est différente de la première parce qu'on a ici une association, l'Abeokuta Women's Union, guidée par Fumilayo Ransom Kuti, où on a environ 10 000 femmes, entre commerçantes et aussi sages-femmes, enseignantes et infirmières qui les soutiennent, qui se battent à la fois pour ne pas être taxées, pour la mise en place des réformes administratives qui donnent aux femmes une place dans les conseils et pour la fin des violences physiques avec lesquelles les contributions sont prélevées, les contributions, donc les taxes sur les étals sont prélevées par les agents de l'État colonial sur les femmes. Et cette manifestation donc, est particulièrement intéressante parce qu'il y a d'abord les femmes de l'élite donc, qui guident l'association, qui produisent des pétitions et des lettres à l'administration coloniale donc, pour demander la fin de la taxation et pour demander une réforme du système administratif. Mais il n'y a pas de réponse. L'administration coloniale les ignore complètement. Et donc, on passe à une immobilisation des marchés. Donc, les commerçantes décident de fermer leur état, de fermer complètement le marché, d'occuper l'espace public et de chanter des chants de révolte.
Cette guerre des mots, donc ces chants sont des chants très violents. Il s'agit de menacer des morts les autorités coloniales et les autorités locales. Il s'agit de faire de la moquerie autour de la moquerie de type sexuel. Et ces chants vont véritablement immobiliser la vie de la ville. On comprend avec cet épisode l'importance pour la vie urbaine de ces militantes. Et donc, j'ai conclu. Voilà, tous ces exemples, je pense, peuvent montrer l'importance à la fois économique, mais aussi politique et sociale des marchandes et des commerçantes à l'époque coloniale. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, il me revient de conclure cette table ronde et je remercie aussi Elena Vezzadini, Françoise Blum et Ophélie Rillon de l'avoir organisée, de m'avoir proposé de participer. Donc, moi, je vais revenir en fait sur des choses qui ont été abordées par mes collègues et amis en vous parlant des enseignantes et sages-femmes africaines, mais effectivement en Afrique occidentale française, et du travail en fait comme levier de politisation au temps des décolonisations, donc vous allez le voir dans les années 50. Et je pars de cette citation, de cette phrase d'une sage-femme, institutrice malienne. Donc là, vous me voyez en 2007 à Bamako avec donc Sira Diop Sissoko qui est décédée depuis et que j'interrogeais sur sa vie professionnelle et qui me dit je n'ai pas été une femme toujours au foyer, comme déjà des femmes poules, mères poules, là. Non, moi je travaille, mes enfants savent que je travaille. Pendant tout ce temps, je n'ai pas arrêté de travailler, je travaillais toujours, j'étais femme travailleuse. Et puis il faudrait entendre la voix de Sira Diop, qui avait une voix tonitruante, extrêmement forte. Cette ancienne institutrice, qui fut aussi une femme politique, oppose là les mères au foyer, dont la principale activité serait de s'occuper de leurs enfants, donc, et les femmes travaillant à l'extérieur du domicile familial et ayant, dans son cas, obtenu un diplôme. En fait, cette conception du travail des femmes est récente en Afrique occidentale et à l'époque de la colonisation, elle est limitée à une très petite catégorie de femmes. En effet, comme Sarah l'a bien dit, les Africaines, bien sûr, ont toujours travaillé. Elles ont pu avoir accès à des revenus monétaires par le biais du commerce, par le biais de l'artisanat. Elles ont été nombreuses et elles sont toujours nombreuses à avoir des activités hors de la sphère domestique. Mais le taux de travailleurs salariés en Afrique occidentale française dans les années 30 est de 5%. Et parmi ces 5%, les femmes qui travaillent et qui sont salariées sont infiniment nombreuses. On n'a pas vraiment d'ordre de grandeur, mais en 1956, on a une estimation de la Fédération syndicale mondiale qui estime qu'il y avait 4000 femmes salariées en AOF. Donc pour une population qui s'élève, donc cette fédération qui regroupe 8 territoires compte à peu près 20 millions d'habitants, donc 4000 femmes salariées. Et parmi ces femmes salariées, celles qui exercent une profession qualifiées, diplômées, donc de sage-femme, d'infirmière visiteuse ou d'institutrice, étaient encore moins nombreuses, bien sûr. J'ai estimé, donc, dans mes recherches, qu'elles étaient au nombre de 990, c'est-à-dire à peu près 1000 femmes diplômées. Pour vous donner un ordre de grandeur, juste avant les indépendances, à la fin des années 50, vous avez 500 sages-femmes en AOF, et donc Anne citait tout à l'heure 700 sages-femmes rien que pour le Ghana. Là, donc, je vous parle d'une toute petite minorité de femmes. Alors, Sira Diop fait partie de ces femmes, donc, qui ont été formées à devenir des sages-femmes ou des institutrices pendant la période coloniale. Alors, je vous ai mis une photo pour vous donner une idée. On retrouve des choses qui font écho à ce qu'a dit Anne Hugon, les promotions 1939 et 1940 de l'école normale de jeunes filles de l'AOF qui formaient donc les institutrices.
Sira Diop est née en 1929. Elle a eu son diplôme en 1947, donc après la Seconde Guerre mondiale. Elle a enseigné dans différentes villes du Mali, qui s'appelait alors le Soudan français. Elle s'est mariée à un médecin en 1952 et elle a été affectée à Bamako, où elle a été la première directrice du lycée de jeunes filles après l'indépendance à partir de 1962. On la voit ici, donc à la fois pendant ses études, et puis au début des années 2000, donc elle est à droite et à votre droite, c'est ça, et au centre vous avez Jacqueline Kizerbo, donc la femme du grand historien de l'Afrique que vous connaissez peut-être, qui était aussi une institutrice, et à gauche de Jacqueline Kizerbo vous avez Rokia Tousso qui était sage-femme, et ces trois dames donc ont fondé en 1956 le Comité des femmes travailleuses à Bamako, dont je vais parler dans un instant. Une toute petite minorité de femmes dont les parcours, évidemment, furent des parcours assez exceptionnels en leur temps, mais que j'ai relus un peu pour cette table ronde sous l'angle de la place du travail dans leur vie et dans leurs engagements. Et en fait, voilà, c'est sur ce lien entre exercice d'un travail salarié et lutte pour les droits des femmes, qu'elles soient travailleuses ou mère de famille, ou les deux, qui m'intéressent. Alors un mot simplement, pour revenir sur ce qu'on a déjà dit, donc je vais, pour pas prendre trop de temps et qu'on puisse débattre, l'accès au travail salarié, vous l'avez compris, singularise ces femmes dans leur société respective. Elle bouscule les représentations de la place des femmes. Donc on a de multiples sources masculines qui témoignent de cette déstabilisation. Donc un exemple, le directeur africain d'une école de Dakar qui voit poindre une ère d'indépendance pour la femme, de relâchement des mœurs et de désorganisation de la famille. Donc l'accès à un diplôme et à une profession dérange, on les accuse d'avoir le verbe haut, la conduite légère. On estime qu'elles ont de plus en plus de mal à trouver des époux, parce que les jeunes gens se détournent d'elles. Pourquoi ? Parce que leur situation lucrative les amène à se dispenser de leurs obligations de femmes, et donc j'allais dire, comme dans toutes les sociétés du monde, les femmes diplômées et qui gagnent leur vie dérangent. Alors, vous avez ici, un petit peu une incarnation à travers cette photographie d'une institutrice, Marianne Berneville, donc probablement dans les années 50, je n'ai pas la date exacte, dont le parcours est assez caractéristique de ces femmes, et dont la tenue et l'attitude, malheureusement, j'ai pas tellement, c'est une photo qui est dans son dossier de carrière, mais voilà, sans commentaire particulier. Et donc, on voit là, par son élégance, son allure, le port de vêtements de coupe occidentale, qu'elle incarne un modèle qui, autrefois, en fait, était celui des hommes, enseignants, et c'est particulièrement vrai pour les enseignantes, mais c'est vrai aussi pour les sages-femmes, parce qu'en fait, ce qui dérange avec l'exercice d'un travail salarié, avant tout, c'est l'indépendance économique. L'indépendance économique, qui suscite des critiques. Il faut savoir que ces femmes diplômées avaient des salaires supérieurs à ceux de beaucoup d'hommes de leur temps. Donc une sage-femme, en particulier les sages-femmes qui d'ailleurs gagnent davantage que les institutrices à l'époque du fait de leur niveau d'études et voilà de l'importance qui est accordée à leur qualification. Ces sages-femmes gagnent davantage que des employés, par exemple de l'administration hommes. Donc quand on compare les grilles de salaire, c'est tout à fait frappant. En plus, elles ont des avantages parce que comme elles sont des fonctionnaires de l'administration coloniale, elles ont un logement de fonction, elles ont ce qu'on appelle des indemnités de dépaysement, elles ont des traitements particuliers privilégiés lorsqu'elles voyagent, lors de leurs déplacements professionnels. Donc en fait, voilà, elles sont économiquement en situation d'indépendance financière. Et pour vous donner un exemple des réflexions, une citation un peu longue, mais que je trouve assez parlante, ce qu'il faut à la femme noire, c'est, je crois, une saine éducation sociale et sentimentale, surtout point de compréhension excessive de cet esprit d'indépendance vis-à-vis de leurs époux, lesquels sont souvent torturés par des phrases comme « je gagne mon pain comme toi ». Je n'entends pas me plier comme une esclave. Dangereux coup de langue qui provoque la dissolution, le malheur de tant de foyers.
Quand donc la fonctionnaire noire comprendra-t-elle cette nécessité de soumission à son mari quand viennent les intérêts vitaux du ménage? Quand cessera-t-elle d'être insolente par devant son époux, se targuant pour cela de l'avantage d'une situation? Quand on aura brisé les ailes à ces prétentions de femme quasi libre, parce que pourtant gagner seule sa vie. Et donc ça, c'est la vision masculine de l'accès à l'indépendance économique. Alors, pour les femmes en question, et je reviens à Sira Diop, c'est un petit peu autre chose le quotidien. Et donc, vous avez là deux images qui sont extraites d'un magazine de l'époque qui s'appelle Femmes du monde entier, qui est publié par la Fédération démocratique internationale des femmes. Je ne rentre pas dans les détails. Et à gauche, vous avez une photo des enfants de Sira Diop avec leur nurse, qu'elle a même fourni au magazine, et puis la couverture du magazine en mai 1960, où donc Sira Diop figure. Et donc, elle explique dans une interview à l'intérieur de ce numéro que ses enfants ont une nurse. Elle a besoin d'une nurse, elle parle d'une de ses filles, Nafissa, parce que sa maman travaille et chez nous, il n'y a ni crèche, ni jardin d'enfants, ni école maternelle. Aussi, quand je rentre souvent, il y a pas mal à ranger après ma journée de classe, il faut encore faire un peu la jardinière d'enfants en surveillant la cuisine. Ensuite, il faut partir encore la nuit à l'école pour donner des cours du soir aux femmes, conformément à notre programme de lutte contre l'analphabétisme et pour la promotion rapide de la femme noire. Et donc, on voit, là c'est une réponse à l'interview, donc en 1960, on voit qu'elle lie bien sûr travail salarié, travail domestique, donc éducation des enfants et engagement citoyen à travers donc des cours du soir qu'elle donne pour alphabétiser ses compatriotes. Et on voit poindre ici le lien entre travail et engagement citoyen sur lequel je vais terminer, et donc qui était très flagrant dans tous les entretiens que j'ai pu faire, et qui est flagrant dans les sources écrites aussi, chez ces femmes diplômées. J'avais recueilli donc les témoignages d'un certain nombre d'entre elles, où par recoupement de sources, sur 127 femmes diplômées de ces écoles, on voit que environ donc 20% d'entre elles s'étaient engagées dans des associations féminines professionnelles, les engagements étant souvent multiples d'ailleurs, à la fois syndicaux et politiques. Alors on a un exemple très très parlant de ces multiples engagements citoyens, celui de la sage-femme malienne Awa Keïta, qui est mieux connue aujourd'hui peut-être, qui a publié ses mémoires chez Présence africaine en 1975. Qui est diplômée donc de l'école de médecine de l'AOF en 1931, qui se syndicalise au sortir de la Seconde Guerre mondiale, tout en adhérant au principal parti politique anticolonial à l'époque, le RDA, le Rassemblement démocratique africain, et qui donc devient une militante farouche de ce parti politique. Jusqu'à l'indépendance de son pays. Et elle a fait partie, avec d'autres, des fondatrices du comité donc, des femmes travailleuses à Bamako en 1956. Alors, c'est intéressant, c'est un comité qui a été fondé en fait, en lien également avec la tenue de la première conférence mondiale des travailleuses qui a été organisée en Hongrie, à Budapest, en juin 1956. Et donc, cette conférence qui a un gros dossier d'archives aux archives de la CGT à Montreuil, donc, sur lequel je suis tombée il y a peu de temps, avait donc rassemblé évidemment plusieurs centaines de femmes du monde entier, dont quelques africaines dont j'ai pu donc reconstituer la liste, même s'il y a encore, voilà, par exemple la Malgache, Violaine, je veux bien que tu trouves qui c'est, parce que je n'ai pas d'informations sur elle, mais un certain nombre de ces délégués, j'ai pu voir qui c'était, et donc effectivement, vous le voyez, à part Fatou Diarra, qui était une petite employée sénégalaise d'une petite entreprise de fabrique de chaussures dans la région de Dakar, les autres, soit j'ai pas d'informations, soit ce sont des institutrices, dont Jeanne Martin Cissé, qui était sur la première photo que je vous ai montrée et que j'ai entourée en rouge, là, donc promotion 1940 de l'école de jeunes filles de l'AOF, et que vous retrouvez encore en couverture de Femmes du monde entier, cette fois en 1962, et qui a aussi publié ses mémoires. Et donc c'est à la suite de ce congrès de Budapest où ces femmes d'Afrique de l'Ouest ont pris la parole. Donc on a quelques extraits de leurs interventions qui montrent la place du travail dans leur vie, et surtout le fait qu'elles
utilise cette plateforme internationale pour revendiquer non seulement des droits en tant que travailleuse, mais aussi bien sûr l'indépendance et un certain nombre de libertés politiques. Et donc, au retour de Budapest, le comité des femmes travailleuses a été fondé donc à Bamako en 1956. Une des chevilles ouvrières en a été donc Aïssata Sow Coulibaly, mais aussi Awa Keïta, que l'on retrouve donc pour terminer ici au congrès de la Fédération syndicale mondiale à Leipzig en 1957. Donc vous l'avez à gauche. C'est une toute petite photo en fait de femmes du monde entier que j'ai beaucoup agrandie. Et à sa droite, vous avez l'autre déléguée africaine de ce congrès de 1957. Donc, ce sont les seules femmes africaines qui sont présentes en RDA à l'époque. Donc voilà, je conclus. Donc, en espérant vous avoir montré un petit peu à la fois la place du travail et surtout les transformations que l'accès à une profession salariée a provoqué dans la vie de ces femmes, qui ont imposé l'image de femmes exerçant un métier, indépendantes économiquement, dans certains cas, pas toutes, engagées sur le plan syndical et politique, des femmes qui ont participé à la fois aux luttes anticoloniales et aux combats féministes de leur temps. Je vous remercie. Moi, je remercie infiniment les 4 intervenantes. C'est vraiment merveilleux de vous écouter ici. Je laisse la parole dans une petite dizaine de minutes. On va prendre 400 questions d'emblée. Et on va laisser la parole après pour les réponses. Question ou remarque ou éventuellement demande de complément. Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Il y a une question. Allez-y. Oui. C'est surtout à Madame Hugon que je voudrais poser cette question. Je voudrais vous préciser un Je vais peut-être répondre à ces deux questions pour ne pas prendre trop de retard. Alors, pour la première question, je pense qu'il y aura une multiplicité de réponses. Alors, première réponse, il y a de plus en plus de recherches désormais qui enjambent la période coloniale et postcoloniale. Donc, en fait, disons, quand moi j'ai fait mes études, très souvent, les bornes, c'était les bornes colonisation, etc. Et puis, les choses changent pas mal. Donc, j'ai l'impression que ce qui est mis en valeur en ce moment par beaucoup de recherches, c'est quand même une forme de continuité assez importante entre l'époque coloniale tardive et les premières indépendances. C'est-à-dire que la transmission de la souveraineté, en fait, à des équipes nationales, c'est souvent traduite par une pérennité des structures, voilà. Donc, dans le cas des sages-femmes, par exemple, la formation n'est pas très différente, sauf que se multiplient les lieux de formation dans le pays, avec le besoin d'augmenter le personnel médical et paramédical. Mais finalement, les statuts ne changent pas beaucoup. Il y a à la fois des fonctionnaires et des sages-femmes en libéral. Ce qui change, ce sont des choses qui, en fait, dépendent d'un contexte plus global. Le grand changement dans la vie des sages-femmes post-coloniales, c'est l'introduction
l'introduction de politiques de contraception, par exemple. C'est-à-dire tout ce qui, vu qu'on passe d'un contexte où le continent est longtemps considéré comme sous-peuplé à un contexte où tout d'un coup il est considéré comme surpeuplé, il y a une sorte de virage à 180 degrés dans les années 70 autour du contrôle des naissances, et ça typiquement ça va avoir évidemment un impact assez fort sur la vie de ces professionnels, par exemple. Voilà. Donc sur les questions politiques, je préfère ne pas répondre parce que d'abord je veux que mes collègues puissent s'exprimer. Voilà. Alors, sur la question du rapport des sages-femmes qui sont justement à l'interface entre ces deux mondes, c'est ce que j'ai montré, et Pascal Barthélémy également. Dans les entretiens, il était très clair qu'une partie des personnes que j'ai interviewées avaient vécu assez douloureusement le racisme, en fait, qui était prévalent dans le système colonial. Puisque voilà, les hiérarchies étaient très bien établies. Bon. En même temps, d'autres femmes, et ça m'a peut-être étonnée dans un certain sens, mais je suis obligée de le constater, estimaient que le racisme n'était pas si important que ça dans le cadre de l'internat, et que ce qui était important pour leurs formateurs, ça n'était pas de mettre en valeur la supériorité des Européens ou des Blancs, mais davantage d'instaurer un cadre très strict de travail, un travail très rigoureux, et que c'était ça qu'elles retenaient finalement, plutôt que les relations raciales, disons, très hiérarchisées. Ensuite, concernant leur rapport avec les populations locales, il faudrait vraiment nuancer dans le détail. C'est-à-dire que une chose que j'ai pas du tout eu le temps d'aborder vraiment, c'est quand je parlais de la diversité des statuts. Il faut bien comprendre que ces sages-femmes, elles opéraient, une fois leur diplôme obtenu, dans des contextes extrêmement différents, dans des quartiers très populaires et populeux pour certains cas, à la campagne pour certaines d'entre elles, au contraire dans des quartiers assez chics des villes pour d'autres, et en fait, leur rapport avec les populations parmi lesquelles elles travaillaient dépendait beaucoup de ça. De sorte que certaines d'entre elles étaient carrément malvenues dans certains quartiers, et plusieurs d'entre elles ont essayé d'ouvrir des cliniques et ça n'a pas marché, c'est-à-dire qu'en fait l'activité en libéral ne leur rapportait pas suffisamment, et du coup elles ont eu des stratégies de déménagement, par exemple, elles se sont installées dans d'autres quartiers. Et au contraire, dans certains quartiers, l'arrivée d'une sage-femme était saluée par tout le monde, on en parlait dans les églises le dimanche, les chefs organisaient des réunions d'information, etc. Vous voyez ? Donc c'est difficile de généraliser, et en fait pour comprendre ce qui se passait, il faut vraiment prendre en compte des critères sociaux, en fait, de catégories voilà, sociales, culturelles, etc., des populations parmi lesquelles elles s'installaient. Voilà. Et dernière chose, les hôpitaux ont eu longtemps une réputation très ambivalente, c'est-à-dire que souvent finissent à l'hôpital, entre guillemets, des cas très compliqués de femmes qui sont en travail depuis plusieurs jours, de sorte que leur pronostic de survie est en fait assez faible, et que ça alimente l'idée que l'hôpital, on n'en sort pas souvent vivante, si vous voulez. Bon, et en même temps, pour autant, on voit bien que les hôpitaux ne désemplissent pas. Donc il y a quelque chose qui paraît paradoxal, mais les maternités sont immédiatement trop petites dès qu'elles ouvrent. Voilà, donc ça c'est quand même, ça prouve bien qu'elles étaient fréquentées. Il n'y a pas de moment où les maternités ne sont pas fréquentées. Voilà. Donc, mais avec ce rapport quand même un peu ambivalent. Voilà, excusez-moi si j'ai pris trop de temps. Oui, pour vous répondre sur le poids des indépendances, pour l'Afrique occidentale française, en fait, ça a un effet très immédiat qui est que les fédérations qui avaient été créées par les Français éclatent, l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française. Donc, en fait, chaque État devenu État-nation se retrouve à devoir effectivement soit créer son école de sage-femme. Donc, c'est le cas à Dakar parce qu'en fait, c'était facile de prendre la suite de l'école de médecine de la UEF. Donc, il y a une école de sage-femme qui existe à Dakar au début des années 60, mais c'est pas le cas dans tous les pays. Et là, il y a une énorme inégalité entre les différents anciens territoires de la UEF. Ce qui
qui reste, pour aller dans le sens d'Anne, identique, c'est le fait que le nombre de femmes quand même qui suivent des formations professionnalisantes comme ça reste très réduit. Hein. Les filles à l'université de Dakar voilà, sont extrêmement peu nombreuses dans les années 60. Et en même temps, on voit apparaître, mais il n'y a pas tellement de travaux, de nouveaux métiers aussi accessibles aux femmes. Voilà, qui peuvent éventuellement. Donc, en fait, ce que j'ai vu moi pour les sages-femmes et les institutrices, c'est qu'autant les sages-femmes continuent leur carrière jusqu'à leur retraite, c'est un métier sur la durée qu'elles exercent sur la durée. Autant les institutrices, il y en a beaucoup qui se reconvertissent dans d'autres secteurs, plus ou moins liés à l'éducation. Mais voilà. Et alors, ce qu'on observe aussi, c'est leur rôle politique dans les nouveaux États. Bon, je me suis arrêtée aux indépendances, mais de fait, les premières députées dans les assemblées nationales sont des femmes qui sont passées par ces écoles de sages-femmes ou d'institutrices, pour beaucoup d'entre elles. Voilà, l'effet de politisation de l'époque coloniale a des conséquences après les indépendances. Ça ne veut pas dire qu'elles avaient forcément un pouvoir très très important, mais en tout cas, elles font partie de ces élites féminines post-60, ça fait aucun doute. Excusez-moi, j'ai juste oublié de répondre à un aspect de votre question sur le nombre d'accouchements pris en charge par un personnel médical ou paramédical. À la fin des années 1950 au Ghana, on n'a pas de chiffres très précis, mais on estime que c'est pas plus de 20%. Donc, y compris des femmes qui sont allées consulter des sages-femmes pendant leur grossesse, par exemple, continuent à préférer en réalité accoucher chez elles. De sorte que les sages-femmes ne sont pas forcément les auxiliaires de l'accouchement, qu'on aurait pu croire, mais plutôt accompagnent la grossesse, les soins postnataux, etc. Voilà. Alors, pour ce qui en est des commerçantes, je pense que, comme disait Anne tout à l'heure, le vrai changement ne se perd pas avec l'indépendance du Nigeria en 1960, mais déjà à partir de la deuxième moitié des années 50, avec le renforcement des partis politiques. Donc, des partis politiques au Nigeria sont créés très tôt, déjà à la fin des années 40, mais à partir de la deuxième moitié des années 50, ils commencent à avoir un poids politique fort. Et donc, les commerçantes ne revendiquent plus la possibilité d'entrer dans les conseils administratifs nommés par les administrateurs coloniaux, mais plutôt elles choisissent la voie politique. Donc, elles essayent de se frayer un chemin politique en entrant à partir des partis politiques. Et à partir de la deuxième moitié des années 50, les conseils aussi, les corps politiques nigériens sont élus par la population. Certaines femmes peuvent être élues et donc les commerçantes essayent de rentrer directement en politique. Et à partir toujours de cette période, fin des années 50, elles ont vraiment un poids politique très important. C'est-à-dire qu'aucun leader politique, aucun parti politique peut se former sans le soutien d'un marché, des commerçantes qui portent la masse des votes, en fait, grâce à leur association des travailleuses. Voilà, ils ont un poids extrêmement important en politique. Donc, je dirais que la vraie différence se perd plutôt à la fin des années 50. Et après, évidemment, il y a une continuité avec la période des indépendances au fil des années 60. Et moi, je vais répondre très rapidement, parce que je pense que ça n'a eu aucune influence sur les vies de ces femmes domestiques. Si on parle de droit du travail ou de conditions du travail, il y avait des modifications qui avaient été entamées dans les années 50, donc encore pendant la période coloniale, avec notamment, par exemple, la mise en place d'un code du travail ou le développement des allocations familiales. Et puis après, plus tardivement, ce qui s'appelle la CNAPS, donc c'est un système où les employeurs cotisent pour leurs domestiques pour qu'ils puissent toucher une retraite ou des allocations chômage, mais ça reste une pratique extrêmement marginale et donc ça n'a pas vraiment d'influence sur leur quotidien. Et puis après, en termes d'engagement politique, j'ai pas trouvé d'engagement politique, en tout cas en tant que domestique. Peut-être ce serait intéressant de voir dans les années 70-75 où il y a des mouvements de contestation parce que les Français étaient encore très très présents à Madagascar. Donc, ils vont déboucher sur la mise en place d'un régime socialiste et le départ de nombreux Français. Peut-être que dans ces mouvements qui s'appuient notamment sur des populations descendantes d'anciens esclaves, peut-être que là, on trouve des domestiques, mais ce sont des engagements personnels et pas en tant que domestique ou en tant que femme. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur?
D'accord, je vais peut-être d'abord répondre à cette question-là qui est plus ponctuelle, et puis je pense qu'en plus mes collègues pourront répondre peut-être davantage à la première question. Donc, à l'époque que moi j'étudie, puisque pour le coup moi je me suis arrêtée pour des raisons documentaires, c'est-à-dire d'accès aux sources à l'indépendance, il n'y a pas vraiment ce qu'on peut appeler fuite des cerveaux. En revanche, ce qu'on constate, c'est une tendance pour des études plus spécialisées dans certaines techniques, etc., à aller faire un complément de formation en Grande-Bretagne. Parce que le lieu où on peut obtenir une meilleure formation, c'est la métropole. Donc, par exemple, une sage-femme qui a voulu poursuivre ses études pour devenir gynécologue obstétricienne, et qui est devenue la première femme diplômée du Ghana, elle est allée faire ses études en Angleterre. Mais comme le faisaient ses confrères depuis des décennies, puisqu'il n'y a pas d'école de médecine jusqu'à l'indépendance au Ghana. Il y a une école de sage-femme, mais pas vraiment d'école de médecin. Si on veut être médecin totalement diplômé, il faut aller faire ses études en Grande-Bretagne. Voilà. Ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, c'est quelque chose qui a commencé à apparaître dans les années 80, en fait, avec la dégradation des conditions de travail sur place et de salaire, notamment dans la fonction publique, avec les plans d'ajustement structurel du FMI, etc. Hein. Donc, c'est beaucoup plus tardif. Voilà. Et par contre, c'est vrai que ça existe au Ghana et que ça continue à exister. Hein. Beaucoup de diplômés de la médecine au Ghana partent aujourd'hui dans les pays anglophones pour y avoir de meilleures conditions de travail et de salaire. Voilà, donc sur le CARE, peut-être que, je sais pas, Violaine ou quelqu'un, est-ce que vous... Je pense que la réponse est dans votre question. En fait, de fait, c'est vrai que ces femmes-là sont d'abord concernées par des métiers dits féminins, hein, donc qui ont à voir avec le soin, l'éducation, la prise en charge d'autrui. Donc, c'est parfaitement juste. Mais quand même, il faut voir, par exemple, pour les institutrices, c'est particulier parce que autant sage-femme était considérée comme un métier de femme, autant enseignant, c'était quand même un métier d'homme dans l'Afrique des années 30. Et quand l'école normale d'institutrice est créée, c'est pas perçu comme voilà une évidence que les femmes pourraient enseigner, d'autant plus qu'il s'agissait d'enseigner essentiellement à des garçons, puisque dans les écoles, voilà, les filles dans les écoles primaires étaient très peu nombreuses. Mais voilà, on est bien sûr dans le care et dans des métiers dits féminins qui renvoient au rôle de mère, d'épouse. Et voilà. Alors, commerçante, c'est différent. Oui, pour ce qui est des commerçantes, c'est différent. En fait, au début du 19e siècle, les récits, enfin les traces, les peu de sources qui restent de cette période sur les commerçantes disent qu'il y avait une division du travail. Donc les femmes s'occupaient surtout du commerce et les hommes surtout de l'agriculture, mais c'était pas une division stricte. Donc il y avait aussi des commerçants, même si la grande majorité des personnes qui faisaient du commerce étaient des femmes. Et notamment, je pense aussi que c'est ça qui leur donne un grand pouvoir économique et la possibilité de porter leurs revendications aussi en politique. Les faits qu'elles sont au-delà d'une économie coloniale et des travaux introduits plus tardivement par la colonisation. Donc, elles ont aussi un certain pouvoir urbain, disons, qui leur permet d'être écoutées et d'être écoutées à l'échelle locale. Oui, et moi, je veux dire, les domestiques sont effectivement au cœur de cette notion de care. Je voulais juste dire que là, j'ai centré sur des parcours de femmes, mais par exemple, j'ai plusieurs témoignages où c'était des hommes qui s'occupaient des enfants, par exemple, ou des couples qui étaient en charge en fait de la maison et qui s'occupaient de toutes les tâches domestiques. Donc ça allait de la charge des enfants au jardinage, à la cuisine, voilà. Donc oui, c'est féminin, mais peut-être que c'est aussi à nuancer. Voilà. Je pense, pour aller dans le sens de ce que disait Violaine, que
Parfois, le contexte colonial brouille un peu ces frontières de genre, hein, puisque en contexte colonial, ce ne sont pas toujours exactement les mêmes critères et pas tout à fait les mêmes régimes de genre qui s'appliquent. De sorte que, par exemple, au Congo belge, on a eu cette espèce de vocable un peu curieux. Le boy, c'est le petit domestique, etc. Et du coup, la domestique, c'est la boyesse, ce qui est quand même un nom extraordinaire, parce que boy, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, c'est le garçon. Mais donc, la boyesse, c'est la domestique de sexe féminin, quoi. Vous voyez, donc on voit bien que parfois, il y a des spécificités coloniales, malgré tout. Et en Afrique occidentale, les domestiques sont plutôt des hommes, d'une manière générale. Il y a assez peu de... Donc ça dépend aussi des contextes. Traditionnel que les femmes dans ce pays-là soient commerçantes. Oui, en fait, je voulais ajouter une chose donc, qui peut-être va aussi me permet aussi de répondre à à ces commentaires. En fait, les femmes donc qui étaient commerçantes partaient au commerce très tôt. Donc, les études sur leur quotidiennité affirment qu'elles partaient vers 7 heures et restaient 12 heures dans les marchés, donc toute la journée. Par contre, leurs enfants étaient gardés par des domestiques, filles. Donc, c'est qu'on appelle au Nigeria des house girls, donc des filles qui s'occupaient des filles des commerçantes. Donc, les travaux de la prise en charge des enfants aussi de ces commerçantes et marchandes étaient faits par d'autres femmes. Oui, moi, j'ai envie de dire qu'évidemment, c'est des catégories d'analyse. Quand on dit le care, métier féminin, etc., ça ne veut pas dire que les femmes en question ne considéraient pas ça comme naturel, sauf que le genre permet justement de déconstruire ce qu'on considère comme naturel. Ça ne veut pas dire que les femmes en question n'étaient pas... Je pense que la citation qu'a montrée Sarah, elle montre bien à quel point cette notion était pas cette notion selon laquelle, et ça c'est très typiquement occidental, 19e siècle par ailleurs, hein, les femmes doivent, et c'est dans leur nature, s'occuper des autres et être toutes tournées vers le soin à autrui. Elle est vue différemment par des commerçantes qui disent bah, nous on travaille et bien sûr on n'oublie pas les autres. Voilà, on n'oublie pas la famille, etc. Mais on ne va pas passer notre temps à ne faire que travailler pour les autres. Donc, effectivement, voilà, de toute façon, les régimes de genre ne sont pas les mêmes selon les sociétés, etc. Donc les obligations ne sont pas les mêmes non plus. Je me permets de rebondir, en fait, juste pour souligner que dans certains cas, comme les institutrices, c'est vraiment quelque chose d'inédit. Je travaille sur le Soudan colonial. Effectivement, l'accès à cette profession et aussi à la profession d'infirmière ou de docteur est vraiment quelque chose d'inédit. C'est comme si on volait cette profession aux hommes. Donc voilà, pour aller au-delà un peu des questions d'écart. Et du coup, je me permets de terminer sur une question, si personne n'en a d'autres, par rapport aux relations des genres. C'est-à-dire comment l'accès à certaines profession a un impact sur les relations des genres, par exemple hommes-femmes. Et ça, pour les nouvelles professions, on peut dire, et aussi la question pour les commerçantes et les domestiques, si vous avez des éléments ou pas, là, par rapport aux relations des couples, aux relations familiales. Qui veut? Moi, j'ai quelques éléments dans le sens où les commerçantes gagnaient beaucoup plus que leurs maris, surtout ça, au début du XXe siècle, parce que les maris étaient souvent des agriculteurs, donc, et elles s'occupaient du commerce. Et si les commerces marchaient bien, avec l'arrivée des colonisateurs, de la colonisation, elles pouvaient aussi exporter certains de leurs biens, donc elles gagnent plus que leurs maris. Donc c'est pour ça que elles ont aussi une place sociale très importante, parce que aussi à l'intérieur de la famille, ce sont elles qui s'occupent de la majorité des dépenses. Et donc, voilà, les rôles à l'intérieur du couple sont différents de ce qu'a essayé d'enseigner les missionnaires, notamment.
Moi, dans les entretiens que j'ai eus, quelques sages-femmes m'ont dit qu'elles avaient eu vraiment des problèmes conjugaux, on peut dire ça comme ça, à cause du métier qu'elles avaient choisi. C'est-à-dire que leur époux trouvait que franchement c'était des horaires impossibles, effectivement, voilà, à toute heure du jour et de la nuit. Et l'une d'entre elles s'est séparée de son mari, en fait, parce qu'il souhaitait qu'elle arrête de travailler. Et pour elle, c'était juste impossible. Donc voilà, elle a divorcé, elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre. Donc bon, ça pouvait aller quand même assez loin. Hein, voilà. L'idée qu'elle prenne un travail qui devrait être masculin, chez les sages-femmes, évidemment, ça se pose pas comme ça ne peut pas. Donc j'ai pas du tout entendu ce genre de choses. Mais par contre, effectivement, d'autres ont choisi la pratique libérale parce qu'elles trouvaient que malgré tout, le fait d'ouvrir leur clinique qui jouxtait leur maison, c'était bien pratique parce que ça leur permettait de ne pas être trop loin de la maisonnée, etc. Donc, et puis avec le jeu des mutations, quand elles étaient fonctionnaires, ça rendait la vie de famille assez compliquée. Donc voilà, plusieurs ont choisi la pratique libérale pour cette raison, pour conserver les liens familiaux, etc. Moi, j'ai pas tellement d'éléments, je suis pas assez avancée dans mes recherches pour répondre, mais peut-être ce que je peux dire, c'est que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, le moment être domestique est un moment dans un parcours de vie pour certains. Donc ça peut être pour certaines femmes, par exemple, c'est le moment d'accumuler un peu d'argent pour ouvrir ensuite un petit commerce ou pour retourner se marier dans le village à la campagne d'où elles sont originaires. Et ce sont aussi parfois des emplois qui sont occupés, notamment en ce qui concerne les femmes, par des veuves ou des célibataires. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai juste quelques indices. Ce sont des choses à creuser. Oui, c'est un peu ce que j'ai essayé de dire, c'est-à-dire que d'abord les parcours conjugaux, peuvent être chaotiques pour de multiples raisons. Donc c'est difficile de dire est-ce que c'est le travail, est-ce que c'est les valeurs qui accompagnent le travail, etc. Ce qui est sûr, c'est que dans le groupe des femmes diplômées, elles ont souvent eu des déboires conjugaux aussi, mais qui étaient liés à plein de choses. Par exemple, le refus de la polygamie pour un certain nombre d'entre elles, donc l'arrivée d'une coépouse, et ce qui le roman de Mariam Abba, Une si longue lettre, si vous l'avez pas lu. Exprime très très finement, subtilement, justement ce que ça représentait, Mariam Abba étant une ancienne institutrice, ce que pouvait représenter l'arrivée d'une coépouse dans son ménage, mais c'était pas forcément lié uniquement au travail, mais à sa formation, à ses nouvelles convictions, à la manière dont elle concevait sa vie. Donc avec le travail, qui occupe une grande partie de leur vie, il y a beaucoup de choses qui changent et qui effectivement transforment les rapports conjugaux aussi. Mais voilà, il n'y a pas d'études exhaustives sur ces questions. Bon, merci beaucoup à vous, bien sûr, et merci à vous dans la salle. On va être obligé d'arrêter parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui piétinent derrière pour rentrer à leur tour. Donc, écoutez, j'espère à bientôt pour d'autres aventures.